point très intéressant, euh, de par les camps de boxe, de MMA, l'utilité de ce genre de camp. On va aussi parler aussi du contraste entre ambition et folie, et aussi, bah, vu que nous deux, on fait des camps on fait des camps de perfectionnement technique, euh, on va parler aussi du fait de vendre bah, des prestations et le problème avec certains peut-être athlètes qui ont un gros plein d'ambition et en tant que professeur, on peut avoir justement une peur de casser ou bon, on en reparlera de toute façon tout au long de la vidéo. Je vais te présenter Thibaut. Ok, bah moi donc je suis Thibaut, j'ai voilà donc je suis pratiquant de sport de combat depuis une vingtaine d'années. Donc j'ai quitté la France en 2017 à la poursuite d'un rêve donc qui était de devenir combattant MMA, donc voilà d'être combattant MMA. Donc j'ai fait un voyage, un tour du monde en un an sur 9 pays où voilà je suis allé expérimenter donc l'entraînement dans quelques-unes des meilleures académies de la planète en MMA. Et à la fin de ce voyage, donc j'ai décidé de m'expatrier au Brésil, donc m'installer ici pour essayer de vivre de ma passion. Et donc maintenant, ça va faire presque 7 ans que je suis installé ici et donc j'ai commencé juste après la pandémie à organiser des stages de MMA et de Jiu-Jitsu, donc ici dans une académie locale en fait où je suis professeur moi-même. Et, euh, et donc voilà, et donc je suis maintenant combattant professionnel, coach MMA, ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, et j'encadre du coup donc des voyageurs qui viennent faire des entraînements, enfin des stages en immersion de MMA et de jiu-jitsu au Brésil depuis maintenant 2019. Voilà. Ok. Et d'ailleurs, moi, je t'ai connu via ta chaîne YouTube Globe Twitter MMA, un truc comme ça. C'est ça, ouais, la série, ouais. Et en fait, moi, à l'époque, bah, justement, j'étais parti de France après tout ce qu'il y a eu la Covid et tout ça. Et justement, bah, j'étais au Portugal et je voyais justement ta chaîne et j'avais pour projet de partir plutôt en Asie, mais vu que tout était fermé, j'ai vu après que tu étais au Brésil et c'est comme ça qu'on s'était connecté. Et, Yes. et j'ai trouvé vraiment comment dire, la qualité de tes vidéos très, très forte et puissante. Et, et tu disais que tu as fait plusieurs pays justement te perfectionner dans ton art. Euh, quel était, mis à part le Brésil, quel est le pays qui t'a beaucoup marqué? Alors, bah en fait, j'ai passé au départ, j'étais en Hollande dans un premier temps. Donc, avant de commencer le tour du monde vraiment en 2017, en fait, moi en 2016, j'ai eu un petit peu comment on l'appelle, comment on dirait, c'est un burn-out, on va dire. Donc, donc voilà, je commençais à y avoir un peu un craquage de ma vie en région parisienne et déjà en fait à la base j'avais envie de me concentrer plutôt sur les arts martiaux. Donc j'avais commencé à reprendre les études pour passer mon BPGEPS et pouvoir obtenir une carte professionnelle et pouvoir commencer déjà à essayer de vivre un petit peu de ma passion déjà en France. Et donc en fait sur le cheminement de ces études, parce qu'au début j'ai fait les diplômes fédéraux, plus après donc je suis allé vers le BP et en fait en le faisant j'ai eu cette idée de faire le tour du monde et du coup j'ai juste après avoir obtenu ma carte professionnelle j'ai arrêté, enfin j'ai posé ma démission, j'ai négocié mon licenciement plutôt au travail, j'ai quitté mon appartement et j'ai eu cette idée voilà de faire un tour du monde. Au début c'était un tour du monde des arts martiaux. Je m'étais dit ouais je vais aller faire du karaté au Japon, je vais faire du taekwondo au Corée et tout. Et assez rapidement je me suis rendu compte que c'était au niveau logistique, les connexions, parce que tu sais le taekwondo par exemple en Corée c'était avec les universités. Le karaté au Japon, déjà un peu plus accessible, mais bref, c'était un peu compliqué. Et comme à la base, moi, j'étais plus en mode MMA, même si c'était interdit en France, j'avais déjà pas mal combattu en pancrace. Je me suis dit, bah vas-y, je vais rester dans le truc MMA et je vais aller dans les académies MMA. Et du coup, j'ai commencé par la Hollande. Donc là, du coup, c'était kickboxing. Et j'étais au Mike Gym. Je suis resté un petit peu. Ensuite, je suis allé au Mejiro Gym, qui sont deux grosses comment dire, de grosses écoles vraiment très anciennes de kick de la Hollande. Après, j'ai beaucoup aimé la Thaïlande aussi. J'y avais déjà été en fait une fois en 2010. J'avais été un peu comme ça en mode voyage aussi comme entraînement. À l'époque, c'était pas très
répandu, c'était en 2010. Donc j'avais 19 ans et j'étais parti là-bas un peu comme ça tout seul. Et donc là, le fait d'y revenir, donc j'ai vraiment bien aimé. J'étais allé au début dans le sud, à Phuket, là où il y a tous les gros gyms, Tiger Muay Thai et compagnie là. Là, j'avais bien aimé, mais sans plus, c'était plus usine. Et après, j'avais un de mes coachs en fait, c'est ce que je faisais. En fait, en France, tu vois, quand tu voulais faire du MMA en 2010, moi quand j'ai commencé, c'était en 2010. Il y avait pas de MMA en fait. Et en fonction d'où est-ce que t'es, et bah tu vois bien comment c'est les bouchons et tout aussi en région parisienne. En fonction des heures, des entraînements et compagnie, c'était une galère de. En fait, ouais, j'avais pas de club quoi. Donc je devais aller faire kickboxing à un endroit, grappling à un autre, boxe anglaise justement où j'ai connu Shérif là, c'était à Ouais, Charenton parce qu'on avait un coach en fait Noël qui était à NSM Team, on faisait le grappling, qui faisait la patte d'ours aux gars à Charenton. Donc c'est comme ça que j'allais à Charenton. Et du coup, j'allais un petit peu, enfin voilà, j'étais un peu déjà un globe-trotter des clubs en étant à Paris. Tu vois. Et ouais, donc du coup, pour répondre à ta question, bah franchement, il y a plein d'endroits que j'ai kiffé. Hein. Déjà la Thaïlande, j'ai surkiffé parce que j'ai pu combattre. Donc déjà, je m'attendais pas à ça. Et au bout de, je crois, que c'était 2 mois de camp d'entraînement intensif, ils m'ont proposé un combat. J'ai fait le combat, j'ai gagné, c'était à la décision et tout machin. Et du coup, c'était un combat assez disputé. Et dans la foulée, ils m'ont proposé un autre combat la semaine d'après sur la chaîne télévisée, là, sur Channel 8, là, le truc local, du Max Muay Thai. Et du coup, ça, voilà, c'est un souvenir particulier parce que, bah, c'était le début et direct, j'ai pu combattre et tout, donc c'était top. Euh, Corée, pareil, franchement, super bonne ambiance. C'est là que j'ai vu plus le niveau MMA, parce que moi, en fait, pour la petite histoire, du coup, avant de partir de France, j'avais déjà des combats en amateur. J'avais en tout, je crois, presque 15 combats amateurs. Euh, et en fait, je m'étais dit, avant de partir, ça serait bien si je pouvais faire un combat professionnel. Comme ça va m'aider. Tu vois, si quand je veux aller dans un pays et si je veux trouver un combat, ça va m'aider. Alors qu'en vrai, c'était tout l'inverse, en fait. En fait, j'ai fait un combat au 100% fight, là, tu sais, de Hatch, là, le Contenders. Et j'ai gagné. Et du coup, ça m'a classé comme professionnel. Mais sauf que quand je suis arrivé par exemple en Corée où le MMA c'est autorisé déjà depuis longtemps, bah le niveau des gars en semi-pro, bah même le niveau semi-pro je l'avais pas, tu vois. En vrai de vrai, j'avais même pas le niveau, tu vois. Donc c'était voilà, c'était et à ce niveau-là, tu penses que ça a évolué, ça s'est évolué, le contraste France-Corée, ça a évolué maintenant pour toi? bah de ce que je vois. Après moi, je vais au Brésil, donc je suis pas là-bas, tu vois, mais j'ai quand même pas mal de comment dire de retours et puis je vois l'actualité, comment ça se passe, le fait qu'il y ait le monde amateur maintenant qui soit bien développé, bah tu vois bien, c'est comme en boxe anglaise, tu vois. Euh, le fait qu'il y ait de l'amateur, que les mecs commencent par des assauts, qu'après progressivement ils vont vers du combat au KO et ainsi de suite. Bah quand ils arrivent dans le monde professionnel, ils sont déjà bon à part les mecs qui sont payés pour faire des pour Ça faire vient les pas. box rec des autres, tu vois. Mais bon. Mais ouais, carrément le niveau il a vachement évolué, tu vois. Donc ça c'est clair. Moi c'est sûr que bah j'aurais aimé que ce soit comme ça quand j'avais mon rêve d'être combattant parce que c'était pas C'est comme vrai ça que quoi. c'est une autre époque. Moi, à l'époque, Une autre époque. je côtoyais la ABS team de Achille. Et justement, Oui ouais. je côtoyais Johnny Praché, Sedina Sek, Tonton Mpumbu, c'est ça? Ouais. Ouais, et je les voyais. Alors, au début, c'était vraiment la dèche pour eux. C'était vraiment une Ah bah eux dinguerie. c'était encore pire. Ouais. Eux c'est carrément une génération avant moi. Bah Johnny pour la petite histoire c'est mon premier combat au Contenders là et c'est lui qui était dans mon coin. Ok. Qui était dans mon coin et en fait qui m'a entraîné bah juste avant que je parte de France en fait je suis allé à la Hatch Academy pendant presque ouais 6 mois, un peu plus de 6 mois et c'est lui qui m'a entraîné pour mon premier combat en pancrace ouais. En pro quoi. C'est vrai quoi, c'est vraiment moi, je les entendais parler à l'époque. C'était il y a 15 ans de ça. C'est vraiment une autre époque. Et, ouais, c'était vraiment la dèche, quoi. Et, en parlant de points, j'ai vu que t'avais eu aussi, Pereira dans ton coin. Comment vous êtes rencontrés, comment il est, tu peux nous en dire plus Ouais. sur ça? Bah du coup ouais Alex en fait quand je suis arrivé ici au Brésil je suis arrivé dans une académie
où bah d'ailleurs où on s'est vu, où t'es Ah oui, déjà ok, venu. exact, exact. Et du coup, lui, en fait, il s'entraînait là-bas. Donc lui, à cette époque-là, il était déjà champion du Glory, je crois. Il venait de prendre la ceinture. Et il était champion ici d'un événement local qui est genre le Glory d'Amérique latine, ça s'appelle WGP. Et il avait déjà quelques combats en MMA au Jungle Fight, mais il s'entraînait essentiellement en kickboxing. Et moi, du coup, je l'ai rencontré bah, parce qu'il voilà, il s'entraînait dans le même centre d'entraînement que moi, quoi. Donc du coup, on était ensemble tous les jours. Et en fait, quand je suis arrivé, moi, mon objectif c'était direct de combattre en MMA. Le fait est que comme j'avais déjà un combat classé professionnel, et en vrai, j'avais pas le niveau, tu vois, des pros d'ici. Donc il fallait un petit temps d'adaptation. Et au départ, en fait, ils m'ont trouvé des combats en kickboxing, notamment là ici en local. J'ai fait un combat en professionnel ici en kickboxing que Alex m'a trouvé d'un collègue à lui. Et du coup, j'ai mis un KO. C'était au tout début quand je suis arrivé, je crois deux mois après que je sois arrivé. Et de là, en fait, il cherchait un mec pour un combat pour le titre du WGP, donc qui est voilà le Glory Disney. Et du coup, j'ai saisi l'opportunité. Je suis parti affronter un mec qui était déjà ranké en WACO international. Tu sais, c'est comme les IB, je sais pas comment c'est vous en anglaise, mais c'est le circuit amateur international, tu vois. Lui, Ok. il était déjà deuxième international et premier sur le ranking brésilien. Et moi, j'avais deux combats, tu vois, en pied-point, tu vois. Et du coup, c'est Alex qui m'a emmené, avec qui j'ai fait mon premier cutting. J'avais jamais fait de cutting en fait. Et et voilà. Et du coup, bah de là en fait, ça m'a un peu mis en place, on va dire ici, tu vois, ça m'a un peu le fait d'avoir accepté ces deux opportunités coup sur coup, parce que les combats, je les ai fait les deux avec un mois d'intervalle. Donc en gros, bah voilà, ils m'ont un peu on va dire que ça, ça a fait que dans l'équipe où je suis arrivé, on m'a tout de suite respecté, tu On vois. t'a pris au Là, il sérieux, est pas quoi. venu pour, voilà, exactement ce que je cherchais. On m'a pris au sérieux. Et du coup, bah, après, on s'est entraîné ensemble presque un an et demi. Donc lui, du coup, comme il était champion du Glory, après, il a mis un peu le MMA de côté parce que, bah, voilà, il fallait maintenir son titre, du Glory à l'époque. C'était surtout ça l'important. Et donc, on s'entraînait surtout l'après-midi ensemble. Lui, il venait l'après-midi. Moi, je m'entraînais déjà dès le matin. Et, Et c'est un gars de Sao Paulo, Pereira? ouais, il est de Saint-Paul. En fait, il est pas très loin de là où j'habite. Il est de San Bernardo, ça s'appelle, la ville. Ok. Et ouais, après, bah, sinon, par rapport à lui, bah, c'est un mec, un gars, c'est un bon gars, franchement, un super bon gars. Comment dire? Bah, voilà, hein, comme tous les médias qui ont été faits sur lui, c'est un mec qui a une origine assez humble. Il était, comment on appelle ça, Borrachari, on appelle ça ici, là, tu sais, les mecs qui changent Mécanicien. les pneus Ah, ok. ouais, c'est les mecs qui changent les pneus Même un peu plus bas. des roues de camion, là. Ok, 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 Mais je ouais, vois. et puis surtout, c'est les roues de camion, tu vois, donc c'est un truc qu'ils font ça avec la masse et tout, tu vois, c'est des trucs vraiment physiques. Donc lui, il faisait ça de base. Donc à Après, il l'époque, avait quand tu t'entraînais avec lui, il faisait ça, quoi. non, quand je l'ai connu, il avait déjà pris le titre du Glory, donc il était déjà loin, tu vois. Ok. Il était déjà loin. Et, du Et, coup, non, franchement, un bon gars. Et après, au-delà de ça, un truc que les gens savent pas trop sur Alex, mais que c'est un mec qui a une vision, je sais pas comment on dit en français, c'est Visangiluta, tu vois, c'est vraiment un gars qui a une bonne vision du combat dans sa globalité, tu vois, qui est vraiment passionné, qui est pas que, tu vois, il y a plein de gars, ils sont super forts, mais en vrai, tu sais, ils terminent l'entraînement, ils terminent les combats, et après, ils vont faire autre chose, tu vois, ils s'en foutent un peu. Moi, je kiffe vraiment ça, tu vois, je suis vraiment passionné de grave, tu vois. donc, Et, euh, et lui, et, et lui, il est comme ça aussi, tu vois. c'est quoi? C'est le gars qui regarde ses combats par la suite, qui Et regarde, exactement, ok. exactement. Mais genre lui, c'est ça, tu vois, tu sais, il faisait un combat, il rentrait, tu sais qu'il a regardé 30, 40 fois le combat, tu vois. Mais Il c'est est, ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai vu, c'était quoi? C'était un livre de Phelps, tu sais, le recordman de natation. Phelps, ouais. Et qui disait que, il filmait souvent ses entraînements et en fait après il les regardait et il avait tendance à ensuite tu sais, les rectifier en visualisation avant de dormir et ça c'est très intéressant et d'ailleurs il y a un truc que je dis souvent, c'est quand tu fais du sparring, tu fais un mauvais sparring, c'est très intéressant d'ensuite de refaire le match en shadowboxing, tu vois, de reprendre les mauvais trucs, t'as eu du mal, tout ça,
et tu essaies de refaire le match, et t'as testé, ça n'a pas marché. C'est très intéressant de ce côté, ce que tu dis, là, le côté visualisation, vision, on ne pense jamais, hein. Ouais. Non, il y a ça, il y a aussi le fait que, tu vois, par exemple, nous, euh, en fait, lui, il a combattu aussi en boxe anglaise. Il faut savoir, Alex, il était champion de boxe en professionnel, hein. Il a un box rec et tout, hein. Ok, ok, ok. Il était champion du Brésil en pro aussi en anglaise, tu vois. Ok, ok. Donc, voilà. Et en fait, son coach d'anglaise, Aloisio, c'est mon coach maintenant. Et Aloisio, il me disait, et même d'autres gars, tu vois, même là, parce que là maintenant, il est chez Glover, Texera aux États-Unis. Et j'ai d'autres potes qui sont là-bas maintenant. Et j'ai plein d'échos de gens qui disent, et puis même moi, en fait, le truc, c'est qu'à l'époque, quand je l'avais dans mon coin, en vrai, je comprenais pas encore bien le portugais, tu vois. C'était au début, quand j'étais là, donc je parlais, mais j'avais pas encore les gírias, tu vois, les façons de Le parler, slang, ouais, tu vois, maintenant. l'argot, quoi. Mais c'est un mec qui a une vision de combat aussi, tu vois. Genre, pour faire le corner, pour faire ton coin et tout, il est super bon pour ça aussi. Analyse de l'adversaire, et, Mais sur le moment, tu vois, en temps réel et tout, tu vois. ouais, ouais. Sur le coup d'œil en temps réel ouais, vision de combat, tu vois. Vision de combat en général. Ok. Et est-ce que tu sentais qu'il avait cette vision aussi au niveau de l'UFC et autres, cette volonté de devenir Alors, à champion l'époque, il y UFC, avait eu MMA? bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu l'histoire avec Adesanya ici, au Glory of Heroes. Là, c'était un événement de kickboxing qu'il y avait eu en Chine et à São Paulo. Et en fait, il avait fait un combat contre Adesanya qui était hyper disputé. D'ailleurs, il était en train de perdre en fait pendant tout le combat. Et au troisième round, il met un crochet du bras avant et Adesanya il tombe. Et ça a fait le tour des réseaux sociaux et tout. Et ça, c'était donc bien avant que, bah c'était même, en fait, c'était l'année où je suis arrivé ici, c'était en 2007. Et euh, et donc ça, c'est passé. Et si tu veux, l'UFC, bah eux, pour eux, c'était du pain béni parce que c'était un storytelling facile, tu vois, à vendre. Donc donc lui, je pense qu'à l'époque, quand on s'est connus, en tout cas, je sais parce que en plus là récemment, là, je suis en train de regarder mes rushs de quand j'ai fait le tour du monde et tout, et j'ai retrouvé une interview de lui de quand je suis arrivé la première fois. Et il disait, tu vois, il disait ouais, j'ai déjà 3 combats en MMA. Là pour l'instant, je suis au Glory. Je vais continuer à garder mon titre, à défendre mon titre, et puis après peut-être faire une transition parce qu'il savait que c'est là où il y avait l'argent, tu vois. Donc en vrai, c'est plus par rapport à ça, tu vois. Mais après ouais, pour lui, bah ça a été vite parce que bah par rapport à l'histoire avec Adesanya, tu vois. Après, il y en a beaucoup qui disent que on lui a facilité le chemin et tout machin. Ouais, c'est sûr que on lui a facilité entre guillemets, mais bon, tu vois, il a quand même pris Strickland. Strickland juste après, il a été champion. Là, il est toujours champion, je crois. Ouais, il est toujours champion. Enfin voilà, tu vois, il a pris des combats, Blindado, il a pris des mecs qu'il aurait pu perdre aussi, tu vois. Après, il a gagné avec la manière, il a fait ce qu'il avait à faire. Et puis là maintenant, il est dans d'autres sphères, quoi. Il est, Je vois. Et en parlant de tes camps, après la discussion qu'on avait eue, c'était par rapport à un avis d'un élève à moi qui a t'as fait une semaine, partie. c'est pareil que un an. Là, je dis, ouais, Exact. là, c'est trop, là. Après, j'avais mis en avant le fait que bon, c'était un ressenti de lui-même et après, clairement que le fait de faire un camp, ça change beaucoup de choses. Le fait que, tu vois, tu fasses, comment dire, du combat, ou de la lutte, ou quoi que ce soit pendant une date, et que tu fasses que ça, et que tu mettes de côté aussi, ta vie, tu vois, c'est vraiment des choses qui permettent vraiment de beaucoup assimiler. Et, j'aimerais savoir, ça, pourquoi les gens Attends, j'ai pas entendu la question. des personnes en général, quel conflit que les boxeurs qui viennent vers moi, en général, pour travailler leur pratique. J'ai pas Attends, leur ça pas du coupe temps. là, le micro, ça coupe là, je t'entends pas très bien. Tu m'entends? Là, ouais, là c'est bon. Ouais, je disais que les boxeurs qui viennent vers moi en termes de général, ils viennent dans sa cuisse. Les boxeurs de poids de pied-point, et tu vois, ils ont tendance beaucoup à frapper avec le haut de leur corps et ils veulent plus, c'est être plus ancrés au sol. Toi, les gens qui viennent vers toi en général, quelles difficultés ils viennent recruter dans leur type de combat en termes général. Alors moi, la plupart du temps, pour être honnête, c'est pas vraiment des gens qui sont déjà initiés, tu vois. Donc moi, j'ai quand même beaucoup un travail en général d'initiation à faire déjà.
sur la jiu-jitsu, le MMA principalement. Et là maintenant, la préparation physique aussi, parce que je l'ai inclus dans les stages. Et donc ouais, je reçois beaucoup de débutants en fait, de gens qui même des fois qui ont jamais mis de gants de leur vie, qui ont jamais fait de sport de combat, jamais fait d'arts martiaux ni rien, tu vois. Donc j'ai vraiment plus une approche d'initiation, de présentation des sports déjà, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on s'entraîne, euh, voilà la fréquence des entraînements, comment organiser sa semaine d'entraînement aussi pour pouvoir durer, parce que toi, je crois que tu fais des stages qui sont sur une semaine, c'est ça, ou 10 jours. Ouais, pour 10 jours, ouais. Après, moi, c'est basé sur la technique, ça fait foncier, ça fait lourd en technique, ouais. Bah après, voilà, le truc c'est que toi, tu fais sur 10 jours. Par contre, t'es vraiment sur la correction. Tu viens vraiment corriger et faire. C'est comme si tu fais comme nous, on fait des cours particuliers, tu vois, à l'académie. C'est comme si tu faisais du cours particulier toute la semaine, quoi. Moi, Ouais, je fais exact. pas ça, tu vois. Je fais, en fait, ils viennent. Il y a une programmation qu'on fait qui est spécialement pour les stagiaires qui viennent au camp. Donc, en fonction de leur niveau, je vais leur dire, bah voilà, il y a cette programmation-là que tu peux faire avec 2 à 3 entraînements par jour. Il y a des entraînements que c'est moi qui donne, il y en a d'autres où c'est pas moi. Donc voilà. Donc il y a d'autres professeurs aussi. Et puis ouais, non, la plupart du temps c'est souvent des débutants que je reçois. Et puis quand je reçois des gens sinon après il y a même des gens qui sont déjà revenus plusieurs fois, quoi. Ils sont revenus 2, 3 fois. Donc et donc qui évoluent à chaque fois. Ce que j'essaie de faire aussi justement, enfin là plus maintenant, parce que en même temps je vais te dire le premier camp que j'ai fait en 2019, c'est pas du tout la même chose que je fais aujourd'hui. Tu vois, c'est beaucoup mieux aujourd'hui. Heureusement d'ailleurs, tu vois, c'est de faire évoluer les choses, tu vois. Mais ouais, du coup, c'est de faire un travail aussi d'éducation sur quand ils viennent au camp, de pas seulement corriger leur technique, mais aussi leur expliquer quand ils rentrent en France et qu'ils vont aller s'entraîner, comment un entraînement doit être pour pouvoir évoluer sur le long terme, tu vois. Par exemple, tu sais, en jiu-jitsu et même en sport de combat en général, il y a la problématique de la méthode. Il y a beaucoup de clubs, et moi d'ailleurs j'ai été entre guillemets victime beaucoup de ça à l'époque. Je pense que peut-être toi aussi, peut-être voilà. Mais nous, comme en France, on est un pays très associatif. Il y a beaucoup de gens qui créent des clubs qui sont au final bénévoles, tu vois. Donc c'est pas des gens qui sont payés pour ça, et la plupart du temps ils sont pas forcément même formés pour ça, tu vois. Et le problème qui se pose avec ça, c'est que t'as les sports de combat, voilà, ça met en danger ton intégrité physique, quoi. Si c'est mal fait, tu peux être en danger. Toi en boxe, tu prends dans la gueule. Le jiu-jitsu, tu peux étrangler, tu peux casser une articulation ou autre, tu vois. Et en fait, il y a vraiment une méthodologie à suivre, une progression à avoir dans l'opposition et tout pour que ce soit bien fait. Et du coup, dans mes stages, j'essaie vraiment voilà, leur donner. La plupart des gens, ils viennent un mois. Donc tu vois, déjà en un mois, t'as le temps quand même de venir commencer à faire une nouvelle routine et tout, tu vois, comme tu disais, c'est en plus pour les gens qui ont pas l'habitude de voyager ou qui ont une routine un petit peu, on va dire, répétitive en France. Bah déjà c'est gros choc, tu vois, et de arriver à tenir ça sur un mois, c'est déjà une victoire, quoi, tu vois, c'est déjà top, tu vois. Et surtout donc voilà, de les éduquer à ce que quand ils ont vraiment été piqués, qu'ils ont kiffé, qu'ils reviennent en France, qu'ils cherchent un club, bah voilà, le club, il faut que ça fonctionne comme ça, quoi. Tu vois, parce qu'en fait, en gros, pour simplifier, Ok, c'est ouais, beaucoup la loi de Pareto, tu leur tu donnes vois, un c'est prisme, 80-20. tu Ouais, leur donnes un prisme pour qu'ils sachent, dans quoi ils se mettent, quoi. Quand ils sont dans un club, de se dire, ah ouais, ça, c'est un bon club et ça ne l'est pas, quoi. exactement, tu vois. En fait, c'est ce que je dis souvent, c'est la loi de Pareto dans beaucoup de choses, tu vois, c'est 80% du temps, faut faire de la technique, du drill, des corrections, de l'ajustement, et 20% du temps, tu vas faire de l'opposition. Mais tu peux pas faire l'inverse, tu vois. Et il y a beaucoup de clubs où malheureusement, c'est l'inverse, tu vois. Et après, pareil, tu vois, par exemple, si je prends en boxe, par exemple, tu vois, le sparring, je donne aussi des cours de boxe anglaise à l'académie. C'est moi qui encadre en fait, le prof de boxe anglaise, c'est moi qui l'ai formé, donc ici à l'académie. Et tu vois, là, par exemple, les élèves,
on fait beaucoup de sparring thématique, tu vois. On fait parce que c'est beaucoup des gens qui ont commencé quand on a ouvert l'académie il y a 2 ans. Donc ils sont quand même voilà, c'est quand même encore assez récent, tu vois. Beaucoup de gens qui sont là en loisir et c'est assez rare qu'on va dire ouais bah sparring libre, tu vois. Non, parce que en fait, au départ, c'est comment dire, c'est pas efficace de faire ça, tu vois. Genre, c'est bien de donner des thèmes pour que les gens eux-mêmes ils soient habitués aussi à se mettre des thèmes dans leur tête, tu vois. En allant boxer, je te dis une connerie, tu vois. Tu commences ouais que le bras avant, ouais bras avant, bras arrière, mais que en attaque directe ou que des attaques circulaires. Ou par exemple, il y en a un qui a le jab, l'autre il a que les coups circulaires au corps, tu vois ou tout comme ça avec justement des objectifs qui vont faire que ça va pas être n'importe quoi, tu vois. Le gars, il fait son sparring, mais il fait pas juste un sparring pour faire un sparring, tu vois. Exactement. Et Ouais. Il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi avec cette volonté de, tu sais, d'aller dans plusieurs salles et d'essayer de dégommer tout le monde. Et je leur dis qu'au bout du compte, en fait, ils vont pas forcément apprendre. Tu vois, c'est comme essayer de couper un arbre sans aiguiser ta lame, quoi. Vaut non, mais en mieux. plus, j'ai envie de te dire, si tu fais ça, mec, va combattre en fait. Prends ta licence, Grave, va combattre. Voilà, t'as vu. grave, grave. Non, mais en fait, certains, ils veulent apprendre comme ça. En fait, il y en a, ils ont juste cette perception de penser qu'en fait, il- en fait, faire du sparring, c'est bon pour l'ego, c'est bon pour le courage, c'est bon pour l'instinct et peut-être le côté bagarreur, mais on en reste que tu vas voir l'art de hache que t'as utilisé, quoi. Et tu peux, comme tu le dis, faire des trucs moins dans le dur, mais qui va t'apprendre, par exemple, à faire des feintes, à comprendre que ton bras avant, c'est une chose, des choses les plus importantes, et par la suite, faire du sparring et avoir justement cette lame un peu plus évitée, quoi. Là, je sais pas si ça va poser problème, mais je sais pas si le micro, là, il coupe pas mal. Moi, de mon côté, ça passe. Peut-être que dans la vidéo, en termes de général, ça va aller. Avec Internet, ouais, ok. Mais ouais, pour rapport à là, pour répondre à ce que tu dis, mais tu sais quoi, regarde, je vais te donner un exemple concret que tu vas voir tout de suite de quoi je parle. Moi, à l'époque, donc en fait, moi, c'est ça le truc aussi, c'est pourquoi est-ce que je veux éduquer les gens à ça, parce que moi-même, j'ai pas eu ça, en fait. Et du coup, j'ai perdu beaucoup de temps. Et du coup, j'étais beaucoup comme ça, en fait. Mais parce que j'ai appris tout seul, en fait. Tu vois, j'étais pas orienté, j'étais pas encadré. Et du coup, bah, j'allais à Charenton et je faisais du sparring avec Shérif, alors que, mais en fait, ça a pas de sens de faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Moi, les 3 quarts du temps, je suis en train de faire du grappling, du kickboxing. Shérif, il avait déjà des bonnes bases académiques, ce que j'appelle des bases académiques qui sont propres, tu vois. Et en fait, ça, il aurait fallu que quelqu'un me le dise, tu vois. Me dise, ben non, ça n'a pas d'intérêt de faire ça, ça n'a pas de sens. Mais au lieu de me dire, bah, on me prend comme chair à canon, ah, tiens, c'était bien, vas-y, Ça, viens, on va faire du sparring, etc., tu vois. Et en fait, c'est ça que j'essaie d'éduquer. Et après, il y a un autre truc aussi, c'est que, donc moi, en fait, si tu veux, je dis ça pourquoi? Parce que moi-même, j'étais comme ça, tu vois. Donc en vrai, c'est même pas genre je jette la pierre ou quoi, parce que moi-même, j'étais comme ça, tu vois. Mais, en fait, il y a un truc avec les sports de combat, et surtout avec les hommes, avec les femmes, c'est moins ça, tu vois. Mais les hommes, ils ont un peu un truc on dirait les sports de combat, genre c'est inné chez tout le monde, tu vois. c'est ce que Genre, je veux dire. tu vois ce que je veux dire? Genre, en fait, par exemple, je sais pas moi, t'as jamais fait de tennis dans ta vie. Tu vas faire du tennis, je sais pas, il y a un champion de tennis là, il est dans le club et tout machin. Tu vas faire un set avec lui, mais c'est sûr, tu vas rien faire. Et Et c'est normal, toi dans ta tête. même toi, tu vas te dire que tu sais pas, c'est bon, t'as pas le niveau, quoi. Mais bien sûr, c'est normal et ça va être évident pour toi. Et en fait, dans les sports de combat, on dirait non. On dirait les gens, tu sais, en fait, comment dire, on dirait c'est un truc, les gars, c'est ouais, non, mais moi, je suis fort à la base, tu vois. Mais non, gars, en fait, si t'as jamais fait, ben, t'es pas fort, en fait. C'est parce que t'en as jamais fait. Non, mais Donc, c'est tu peux pas sûr. être fort. Après, les gens oublient la science de la boxe, hein. C'est, Exactement. ils oublient que tout est en bas, qu'il y a aussi un impact de rythme, de prendre ton adversaire, l'importance du bras avant, que le fait d'avoir le contact, le fait de ouais, il a été énervé, mais vite, tu vas observer les tics que tu veux, le mec est technique devant toi, t'inquiète, tu vas t'allumer de façon totalement rationnelle et avec délicatesse que tu fais, quoi. Et peut-être il y a plusieurs dans la boxe, quoi. Et même dans n'importe Exactement. quel combat, quoi. Bien sûr, mais la boxe, la lutte, le jiu-jitsu, c'est pareil. En fait, le jiu-jitsu, tu vois, c'est marrant parce que
On appelle ça le xadrez humano, l'échec humain. Et en fait, en fait, le jiu-jitsu, c'est différent parce que tout de suite, t'es dans le dur. Tu vois, tout de suite, il y a une meuf de 40 kilos. Elle en fait depuis 3 4 ans, elle vient être soumise, tu vois. Donc déjà, tu comprends tout de suite que, ouais, non, il y a un truc là, c'est compliqué. Et avant de pouvoir commencer à kiffer, il va se passer un peu de temps. Il va falloir déjà que tu comprennes des principes, des concepts, tu vois, de qu'est-ce que c'est passer une garde, qu'est-ce que c'est renverser, qu'est-ce que c'est une position de contrôle, qu'est-ce que je dois faire quand je contrôle. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, des concepts de base que tant que tu les as pas intégrés, que t'as pas accepté, tu pourras pas évoluer de toute façon. Et en fait, la différence avec la boxe, c'est que en fait, c'est que c'est instinctif. Tu vois ce que je veux dire? La boxe et la lutte, c'est des sports qui sont instinctifs. Prendre un gant, mettre ta main dans la gueule de quelqu'un, c'est instinctif. Un animal, il fait ça, n'importe qui, c'est normal de faire ça, c'est naturel. De prendre quelqu'un, de le jeter par terre, c'est pareil, c'est naturel. Après, nous, en jiu-jitsu, d'aller faire ce qu'on dit, une fougue du quadré, ou qui dit en français la langouste, ou d'aller faire, en fait, c'est souvent l'inverse de l'instinct, tu vois. En fait, c'est souvent des choses contre-instinctives, tu vois. Donc, donc il y a ça. Et par rapport aussi, pour rejoindre ce que tu disais là, par rapport au fait comment dire, de vouloir être dans le dur pour évoluer, ça c'est pareil, c'est une grosse connerie, tu vois. Et que moi, pendant des années, j'étais là-dedans aussi. Je m'entraîne avec plus fort que moi, donc je vais être plus fort plus vite. Mais en fait, non, c'est exactement l'inverse en fait. Plus tu vas t'entraîner avec que des gens qui sont forts, plus en fait eux ils vont évoluer, mais toi tu vas pas forcément évoluer. Et en fait, le fait d'évoluer, c'est de s'entraîner avec. Effectivement, il faut qu'il y ait des gens qui soient plus forts que toi. Avec toi, c'est bien. Mais il faut surtout que tu t'entraînes avec des gens de ton niveau et moins forts, tu vois, pour pouvoir mettre en place les schémas tactiques, les techniques que tu apprends, tu vois. Tout Voilà. les Et styles ça, c'est aussi. un peu un truc, et ça, c'est un peu un truc aussi qui passe dans l'éducation de mes camps, parce que souvent, je reçois, bah, le peu de fois où je reçois des gens qui sont déjà initiés, c'est souvent ça que j'ai, tu vois, c'est des jeunes qui viennent, ouais, je vais être combattant professionnel et tout machin, et alors que le gars, c'est même pas entraîné, genre 6 mois de suite encore, tu vois, il a même pas encore pris l'apéro encore, tu vois, il a même pas encore mangé l'entrée là, tu vois. Et il est Ouais, déjà en bah, train de dire, tu vois. et bah, justement, Et du coup, souvent, c'est ça, c'est, ouais, non, mais du coup, je vais m'entraîner, parce que nous, on a, en fait, la section à l'académie, on a les cours, tout niveau. Et moi, je m'occupe de la section compétition, où j'ai des compétiteurs amateurs et des compétiteurs professionnels. Et c'est séparé. Et c'est moi qui décide si, tu peux venir au groupe compétition ou pas, tu vois. Et souvent, bah, enfin non, pas souvent, c'est arrivé que quelques fois, tu vois, mais j'ai quelques fois des gens qui voulaient aller dans le groupe compétition et que bah à qui je disais bah non en fait parce qu'il faut déjà que tu apprennes voilà que t'aies un certain nombre de bases académiques pour pouvoir intégrer. Après j'arrive à les intégrer, tu vois, à certains entraînements et tout, mais il y en a d'autres où je peux pas les intégrer et c'est pas contre eux, tu vois, mais c'est parce que ça a pas de sens ni pour eux ni pour les gens du groupe en fait. Ça fait avancer personne, tu vois. Donc je vois, et justement, on en parlait avant de ce côté ambitieux et poli, dans le sens où bah, même moi, des fois, il y a des jeunes qui viennent vers moi pour me dire, ouais, deviens mon coach, parce que moi, je deviens un champion et tout ça. Et c'est très difficile quand tu vois dire un camp de moi, tout de suite, j'écarte le côté projet ou autre. Moi, je suis sur la technique, je peux t'aider à avoir plus de technique ou autre. Je vais pas te vendre du rêve. Mais après, on en parlait juste en LP, c'est le côté où il faut pas forcément trop casser du sucre sur l'ambition d'un combattant. Comment tu vois les choses à ce niveau-là? bah justement, ouais, bah encore une fois, c'est ce que je te dis là, l'éducation, c'est l'éducation, c'est expliquer, tu vois, expliquer que bah il y a un ordre dans les choses et que de toute façon les résultats ils viennent avec la discipline fois le temps, tu vois. et que euh, et que le temps bah tu peux pas l'accélérer en fait, Pas le tu vois, compresser, ouais. Après, c'est ça. c'est vrai que parfois, parfois, il y a ce côté trop rapide. C'est-à-dire que, on voit que la vision c'est comme si elle est trop proche. On voit pas qu'en fait c'est un long chemin en fait. Et il y a une envie Exactement. de directement au UFC.
On va la lui Ouais. directement. Ah, mais attention, moi, t'as vu, encore une fois, hein, je jette pas la pierre parce que, en vrai, moi-même, j'étais comme ça, tu vois. Donc, je sais que je comprends, tu vois, je comprends que les gars soient comme ça, tu vois. Ouais, Et en plus, après, toi, j'ai même pas, en fait, il y a une période, je me disais, ouais, mais c'est la nouvelle génération avec les réseaux sociaux et tout. Mais en fait, non, parce que même moi, à l'époque, quand j'avais 20 ans, c'est comme ça. en fait, c'est une question de, ouais, c'est une question d'âge et une question de maturité et aussi, et surtout, une question d'orientation. C'est pour ça que quand les gars, ils viennent et qu'ils ont, après, ils ont envie de continuer et tout et qu'on reste en contact, j'insiste vraiment sur, fais attention à qui tu donnes ton temps. Fais attention à qui tu donnes ta confiance, à qui tu donnes ton temps, parce que c'est ça qui va déterminer le résultat. Beaucoup. Ça va dépendre beaucoup de ta discipline et de ta constance, certes, mais ça dépend aussi beaucoup de à qui tu donnes ça, tu vois. Est-ce que cette Si, personne, elle est apte à te faire atteindre les objectifs que tu t'es fixés, tu vois? en vrai de vrai, c'est exactement ça. Moi, justement, il y a une chose qui est pour moi qui est primordiale, c'est ton team. T'es avec qui? Déjà, si, très important pour les personnes qui nous regardent, par exemple, si t'es dans un club où tu sens que t'es un peu plus ou moins délaissé ou autre, tu sens que t'avances pas forcément vite et tu veux avoir des grandes ambitions, franchement, essaye de trouver un autre team ou un autre club ou autre. Parce que Ouais, quand tu vas ou en commencer fait, dire trop, les choses aussi, en fait. En fait, ce que je dis aux gars en général, je dis, tu sais, tu vas dans un club, ouais, comment c'est, tu vois, j'essaie de, les gars, parce que je reçois des gens de Belgique, de Suisse, de France, du Canada, etc. Donc, je connais un peu, tu vois, je connais les clubs à peu près partout. En MMA, c'est un petit monde et tout, donc je connais un peu tout le monde. Et je sais dire, tu vois, assez rapidement, je vais pouvoir savoir, tu vois, si c'est valable ou pas, si c'est fiable ou pas. Et, comment dire, ceux qui veulent combattre, je leur dis, écoute, c'est simple, tu rentres, tu vas parler avec ton entraîneur, tu dis, voilà, moi, mes ambitions, c'est ça, ça et ça. Est-ce que tu peux m'accompagner, oui ou non? ouais, Si exact. c'est oui, ok, comment est-ce qu'on fait? On planifie, tu vois, viens, on planifie. Et en fait, toi, t'as été formé où en anglaise? T'étais où? Marseille, Ring de Marseille. Massy. Ok, ouais, je connais Malik pas. Bouziane, il y a Malik Bouziane, il y a Détanger, il y avait Détanger, Ah, il y avait Détinger qui avait fait le mec qui avait fait un truc pendant les manifs, là. Le pauvre. exactement Je un le bon connais gars, pas un avant très bon ça. gars. Là, quand je l'ai vu dans les manifs, Ouais. le type de boxe, je me dis, ah, non, c'est Détanger. Non, c'est lui, ouais. Ah, c'était pas, je Et, crois qu'il l'a envoyé. bon, après, c'est un très très bon gars. Il y avait aussi Joe Park, Joao Joe Park, qui allait combattre contre Wilder, il est souvent dans notre club. Un poids lourd, du coup, ouais. C'est un poids lourd, ouais. C'est un poids lourd. Mais, moi, après, quand je dis, moi, j'ai un peu connu ça dans le temps où moi, à l'époque, justement, il y avait des dangers et Malik Boutal qui étaient champions de France et Malik Boutal champion d'Europe. Et je sentais que plus ou moins, toi, les amateurs étaient un peu mis de côté. On fait plus des pros. Mais au moins, il y avait un groupe amateur. T'étais pas tout seul à Ouais, mais aller vouloir faire de la compète. c'était en mode guerre. Paris, mais avant, c'était vraiment, aller, avec, pour, Ouais. c'était pas, j'ai coupé 3 minutes. Et je te remets Attends, parce que ça coupe, là, le micro. Je sais pas si c'est Internet ou quoi, là, qui... regarde, sur Instagram. Ah, ok. Ah, sur Instagram. Je te remets un lien Vas-y, ok. Ça marche. ça a coupé. Dans mon club, moi, c'était très, on nous mettait un peu en mode sparring et, et c'était plus vraiment focalisé sur Malik Bouziane et Détinger, parce qu'ils avaient des grandes ambitions pour eux. Et d'ailleurs, Malik Bouziane est devenu champion du monde. Et donc, nous, c'était en mode sparring. Et même par rapport au fait de ma transition en pro, euh, à l'époque, j'avais deux choix où, rester dans ma volonté première qui était de vivre un peu sur Internet, et Ricard, et tout ça, ou pro, et je sentais qu'à l'époque, mon entraîneur était un problème avec le pas d'argent, ça va, et je pensais à l'époque avoir une élève et la chose, et à cause de tout qui a aussi sur une part de toi, c'est que à l'époque, j'avais pas forcément la maturité d'être dans un club ou autre, tu vois. Donc, et, et donc, et puis après, j'ai donné autant faire mon carton.
Mais du coup, Mais t'as un box rec, t'avais fait des combats non, 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 en non. professionnel, tu vas te J'ai lancer, non? fait que combat amateur. Combat Ok. amateur et combat, du, combat, et plutôt, je peux te dire, le combat à main nue, au départ, je voulais faire un combat. Je suis dans mon club pour faire un combat. Et, au départ, je voulais mettre au direct, quoi. Ils m'ont dit, ouais, c'est un amateur. Et, après, dans ma tête, j'ai dit, on va faire un truc à main nue, et j'en ai parlé, d'ailleurs. Donc, je m'entraînais dans ma tête. Et d'ailleurs, vous voyez, Attends, j'entends pas là, ça a coupé là. Ça a m'entends? coupé. Ouais, M'entends? je t'entends, mais je sais pas, dès que tu parles un peu Un peu vite, vite. je crois, ça, Et je pense que normalement, ça marche mieux sur le Zoom. Mais ouais, comme je dis, ouais, mon club à l'époque, quand ils m'ont vu revenir, ils ont dit, ouais, il fait pas quelque chose de... Et après, par la suite, en fait, c'est quand j'ai diffusé la vidéo qu'ils ont su que j'avais combattu à main nue, quoi. parce que toi, du coup, tu t'es fait connaître par rapport à la vidéo, parce que si je me souviens bien, même avant la vidéo, t'avais déjà un peu Non, non, une non. chaîne YouTube, il y avait déjà du monde quand même. Non, 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 j'avais une chaîne YouTube. J'avais arrêté, justement, je l'ai arrêté justement la boxe pour me consacrer uniquement au côté internet. Euh, D'accord. je vendais des matériels de boxe, etc., Mais ça, etc., c'était quoi. en quelle année, ça? Franchement, je l'ai arrêté. J'ai mis à fond en 2013. En 2000, Ok, ah ouais. j'ai, et mon combat à main nue, je l'ai fait en 2000, j'ai fait en 2020. C'était pas avant? Ou Parce que, 2019, 2020, quoi. Ouais, ah ouais, ouais. non, non, je suis parti en 2020. C'était en 2019. Où, Ok, ouais, c'était après mon tour du monde. Ça, je pensais que c'était avant, tu vois, je sais pas, je voyais ça en non, non, 2016. non, 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 c'était 2019, 2020. Ouais, mais voilà, mais t'avais déjà une présence sur YouTube et tout à cette Ah, époque-là. si, 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 ouais, ouais. La présence YouTube, c'est 2013, hein. Ok. Ouais, Ah, parce que moi, je me rappelle de tes vidéos parce que à l'époque, il y avait toi, il y avait Grégotte, bah, qui est toujours bien en place là sur YouTube. Et et ouais, bah du coup pour parce que bah dans les clubs où j'allais, c'était tellement on va dire tellement limité techniquement la plupart du temps. J'étais dans un club de Muay Thai aussi, j'ai participé au championnat de France en Muay Thai et c'était beaucoup, tu vois, genre ouais, club de quartier où bah voilà, c'est sparring essentiellement physique. Alors physique ça va, j'étais à jour, mais techniquement voilà quoi. Et comme tu disais, ouais, c'est ça le truc, c'est que en fait le problème c'est que les sports de combat, moins le jiu-jitsu, tu vois, mais les sports de combat de percussion, il y a un peu trop ce truc de comment dire. Ouais, comme je disais, tu vois, c'est juste faut être un bon encaisseur et tu vois et je sais pas, tu vois, savoir envoyer ou je sais pas. Mais en fait non, c'est pas comme ça quoi. Il y a c'est hyper technique, c'est et ce que je dis souvent c'est, tu vois, par exemple le jiu-jitsu, tout de suite t'es dans le dur. Donc c'est plus difficile psychologiquement parce que avant de pouvoir prendre du plaisir, ça va mettre du temps. Alors que tu vois, je fais beaucoup ici en arrivant pour me subvenir à mes besoins. Je donnais beaucoup de coaching, je faisais beaucoup de PAO et pour les gens, enfin beaucoup de pas d'ours pour les gens en coaching à domicile, on va dire, tu vois. Et en fait, assez rapidement, même quelqu'un qui en a jamais fait, qui a un peu de coordination, tu vois, qui est un peu fitness et tout, assez rapidement, tu vas lui faire des pas d'ours, ça va être un peu joli, tu vois. Mais après, ça veut pas dire que tu sais boxer. Ça a sûr, aucun rapport. c'est sûr. Faire des pas d'ours bien faits, ça veut pas du tout dire que tu sais bien boxer, hein. C'est sûr. C'est la science, elle va beaucoup plus loin que ça. Comment dire? Et en fait, je pense même que d'avoir ton jeu en termes de boxe, c'est plus difficile qu'avoir un jeu en termes de jiu-jitsu, tu vois. C'est-à-dire que au départ, t'es plus dans le dur en JJB, mais pour avoir un jeu en boxe, assez rapidement, tu vas pouvoir aller faire du sparring parce que bah c'est pas compliqué, tu mets des gants, tu vas et tu vois. Mais comprendre le toucher sans être touché, les déplacements, le travail d'annulation, tu vois, le travail qu'on a, tu vois, quand tu dis tu vas annuler ton adversaire, tu vois, les contres, le transfert de poids de corps, tu vois, le balancier, les esquiver, remiser, riposter, etc. Tout, il y a vraiment un panel technique hyper complexe et hyper difficile à dominer en fait, tu vois, à vraiment assimiler et à dominer, tu vois.
Tout le bas, hein. vraiment très Tout cool. ce qui est transfert de poids et les appuis, c'est simplement la chose la plus difficile. Quand tu vois sur Insta, tout ce que tu vois, c'est des gens, moi, je suis très focalisé sur le bas du corps. Et tout ce que je vois bien souvent sur Insta, c'est juste des mecs, des gens qui bougent leurs bras. Et beaucoup de gens oublient qu'il y a c'est l'une des choses les plus principales, c'est le bas qui est très, très important, quoi, qui est très négligé, quoi. Et après, en plus, comment on appelle ça, c'est des connexions nerveuses, en fait. Donc le truc, et c'est pour ça que, t'as vu, quand les gens ils disent, ouais, en une semaine, c'est comme si j'avais fait un an d'entraînement, et ça me révolte, entre guillemets, parce que moi, en plus, comme je suis très, comment dire, je suis pas, tu sais, de base, j'ai pas de facilité pour les sports de combat, tu vois. De base, je suis pas, voilà, je suis pas né pour faire ça, je pense, tu vois. Autant au niveau de mon biotype, je suis pas facilité, on va dire, tu vois. En plus, avant ça, moi, c'est pour la petite histoire, j'avais une carrière de skater en fait avant, donc rien à voir. Et je me suis beaucoup blessé. Donc ça, si tu veux, j'ai commencé les sports de combat. Et en vrai, pour moi, c'est là où j'ai commencé à prendre soin de moi, tu vois, un peu bizarrement parce que bon, au final, c'est très comment dire, tu peux te blesser aussi beaucoup dans les sports de combat. Hein, tu mets ton intégrité physique en jeu. Mais moi, je me suis beaucoup moins blessé depuis que je fais les sports de combat qu'à l'époque quand je faisais du skate. Tu vois. Et tout ça pour dire, comment dire. Bah en fait, je sais le temps que j'ai mis, tu vois, pour assimiler certaines choses. Et tu vois, notamment le transfert du poids de corps sur le bras arrière. Bah tu sais, visser, écraser la cigarette avec le pied arrière. Bah moi, concrètement, ça c'est un truc que j'ai mis un an et demi à pouvoir vraiment arriver à faire en faisant ça tous les jours devant le miroir euh, de façon religieuse tous les jours, 3, 4 fois par jour. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est beaucoup de travail, tu vois ce que je veux dire? Mais Et du coup, tu serais choqué de mes corps, hein. Tu sais, moi, je sais, je suis derrière les gars, chaque seconde. ah non, mais Vas-y, le ballet et tout ce que tu fais, je vois très bien et ça fonctionne, hein. Et attention, non, mais c'est pour ça que, tu sais, quand je dis ça, c'est en fait, je rigole, tu vois, mais je remets pas du tout en question comment dire, la légitimité de ce que tu fais. Au contraire, je sais très bien que ça fonctionne et que en plus, je vois bien, tu vois, maintenant, comme on fait les cours particuliers aussi, que, bah, quand les gens, ils prennent en général des cours particuliers pendant qu'ils viennent au stage, bah, il y a toujours, ça upgrade le truc direct. Et vu que toi, bah, c'est 100% du cours particulier, bah, c'est sûr que l'évolution, elle est exponentielle, tu vois. J'ai aucun doute là-dessus, comme je t'ai dit, tu vois. Mais c'est surtout le fait de, il faut du temps, en fait. C'est non, discipline plus temps, en fait. non, c'est Et sûr, c'est sûr. après, même si tu fais, en fait, même si tu fais les choses bien, il faut de toute façon du temps, tu vois. Et Après, moi, par exemple, là, pour la petite histoire, je suis sorti de chez dans mon ancienne, école, c'est où je m'entraînais quand je suis arrivé, et justement pour un peu, bah toujours ces mêmes raisons-là en fait quoi, des encadrants qui sont trop limités techniquement, trop fermés d'esprit aussi, tu vois un peu, ils ont la vérité absolue et tous les autres ce qu'ils font c'est de la merde et il y a qu'eux qui ont raison et on peut pas remettre en question, etc. Tu vois. Et en fait, là, ça fait depuis 2 ans que je suis avec mes nouveaux partenaires, qui sont eux, bah du coup, c'est tout le contraire, tu vois. Déjà, on a plus tous le même âge à peu près. Tout le monde tu vois, fait son travail avec amour, aime ça vraiment, tu vois, est vraiment passionné. Et ils font pas ça pour la fame ou pour l'argent ou quoi que ce soit, tu vois. C'est vraiment, voilà, ils sont passionnés. Et en fait, du coup, je suis vraiment dans un environnement là sain et comment dire, et avec des gens compétents et en fait, j'ai eu beaucoup là cette année la frustration de, tu sais, je veux trop en faire parce que enfin, après 20 ans d'expérience, enfin, je suis dans un endroit bienveillant avec des gens compétents qui savent ce qu'ils font, tu vois, enfin. Et du coup, j'ai un peu trop tendance à, non mais c'est bon, vas-y, déjà je m'entraîne, je me suis toujours entraîné beaucoup depuis que je suis ici, je m'entraîne tous les jours, 2 fois par jour, 2 à 3 fois par jour, même en plus du MMA camp et de tout ce que je fais à côté, tu vois. Mais et en fait, avec mes potes, tu vois, enfin, j'ai surtout un de mes potes qui m'a donné la ceinture à dessus, qui me disait, mais maintenant, t'es au bon endroit, t'as la bonne façon de travailler et tout, mais de toute façon, il faudra du temps. C'est-à-dire, ça sert à rien de te prendre la tête, ça sert à rien de comment on dit ici, tu vois, de te cobra, je crois que je sais même pas comment on dit en français, te De cobra, tu griller, vois, quoi. te, De griller. non, te cobra, tu vois, comment dire, en demander trop à toi-même, tu vois. Ok, En ok. demander trop à toi-même.
Parce que même si t'es au bon endroit et que tu fais les choses correctement, de toute façon, il faudra du temps, tu vois. Et Non, c'est c'est un peu sûr que, ça que je te disais, tu vois, par rapport à ce qu'on disait la dernière fois. C'est ça, c'est que même tu peux leur montrer les choses qu'il y a à faire, mais de toute façon, il faudra qu'ils continuent à le faire en rentrant et ainsi de suite, tu vois. non, mais, en termes général, je mets toujours en avant la chose que c'est des graines que je mets en fait. C'est juste des graines de conscience. Bien souvent, on te dit, il y en a, ils ont peut-être 50 box, 40 box, et en fait, ils n'ont pas conscience de leur corps, ils n'ont pas conscience de telle chose. Et en fait, je mets juste un prisme, un autre truc, qui fait qu'au bout du compte, par exemple, ils vont écouter un coach, ils vont l'écouter d'une autre manière. Par exemple, là, je vais dans ton club, ton coach va te dire un truc, et bam, tu sais, des fois, il y a, ah ouais, c'est délire. Ouais, Ah, tu des viens, déclics, ouais. ouais, voilà, c'est des changements de paradigme. Et tu dis, ah ouais, tout important, euh, au danger, et, croire qu'on a des combats ou autres. Quand t'es trop fermé, c'est ça, c'est l'ego. Ça. Quand t'as un fort ego, Ouais. et t'es bon, c'est plus grave. Boxe. Et moi, et là, je fais venir un intervenant pour la compétition de lutte, qui lui, voilà, vient une fois par semaine et que pour les compétiteurs et il fait de la lutte. Et, Et tu vois, ça, c'est parfait en fait, parce que t'es constamment en fait avec un espèce comment dire, de vision différente de personnes qui, tu sais, qui ont la même passion en fait et qui ont les mêmes objectifs communs. Et du coup, c'est vachement, on évolue beaucoup plus vite, tu vois. Plus. et d'ailleurs, pour toi, que en termes général, je vois et j'en parlais justement avec Ali qui, lui, est parti au Mexique, un boxeur qui maintenant est sparring partner Ouais, j'ai regardé tout à l'heure là. ouais, Ouais. de Terence Crawford. Et il parlait du fait que les boxeurs anglais, déjà, les boxeurs anglais, on n'a pas cette tendance à partir, par exemple, au Mexique, aux États-Unis ou autres pour nous former, tu vois, faire des camps ou aller clairement dans des clubs où le combat se passe. Euh, pour toi, est-ce que le Brésil, tu sais, parce que je sais que les boxeurs thaï, eux, ils vont en Thaïlande. J'entends des tas de boxeurs thaï qui vont en Thaïlande. Boxeurs, très peu de boxeurs partent à l'étranger. Ils vont peut-être en Thaïlande, mais très peu vont vraiment dans ou à Cuba ou au Mexique. Pour toi, le Brésil, est-ce que c'est le lieu où il faut aller si on est un combattant de MMA ou si on fait du jiu-jitsu? Est-ce qu'il faut y aller Bah, si on en part en fait, Thaïlande? ouais. En fait, c'est sûr que c'est, comment dire, c'est une terre de combat de toute façon. C'est là où est né le jiu-jitsu brésilien, le Vale Tudo, qui est un des ancêtres du MMA. Donc, ne serait-ce que pour ça, voilà, ça vaut, il faut y aller, juste ne serait-ce que pour ça, tu vois, pour sentir l'énergie. Tu vois bien comment c'est à Rio, tu vois, toi t'arrives aussi depuis un moment maintenant. Les sports de combat, c'est beaucoup plus dans la culture, tu vois. Même avec la capoeira, même la boxe anglaise en vrai. Hein, t'as vu là à Rio, il y a un gros niveau de boxe anglaise. D'ailleurs, juste petit aparté, je suis en train de là, je me suis un peu blessé à la main, mais là, mon coach, là, normalement, je vais faire un combat en anglaise, en professionnel, là. Ok. Normalement, cette année, je pense. Je pense que je vais faire un combat. Parce que j'ai déjà en amateur, j'ai déjà 4 combats. Et du coup, là, je me tâtais à faire un combat en anglaise. Et tu vois, ici, il y a un gros niveau en anglaise aussi, tu vois, en kickboxing, en anglaise et tout. Enfin, donc, tu vois, ne serait-ce que par rapport à ça, le Brésil, j'ai envie de te dire, par rapport au MMA, tu m'aurais dit ça tu m'aurais posé la question il y a 10, 15 ans, je t'aurais dit, ouais, fais attention où tu mets les pieds et comment dire, le truc c'est qu'ils ont pas trop de méthode justement, tu vois. Et surtout pour la partie compétition, c'est beaucoup la bagarre, beaucoup à base de sparring, à base de no pain no gain, tu vois. Plus tu vas souffrir et plus machin. Là, le truc c'est que maintenant ça commence à s'ajuster un peu parce que en fait déjà par rapport au niveau international, les gens ils commencent à Ouais. voilà, maintenant
En fait, le MMA, le problème du MMA, c'est que c'est un sport jeune. Contrairement à la boxe anglaise, tu vois, la boxe anglaise, ça a 150 ans d'histoire. C'est un sport olympique aussi, tu vois. Donc, la boxe anglaise, j'ai envie de te dire, euh, t'as plus rien à inventer, tu vois. Les gens, c'est déjà, voilà, les méthodes, c'est déjà fait, tu vois. Il y a plus rien à inventer. En MMA, le truc, c'est que c'est toutes les disciplines en même temps. Euh, après, comment dire, t'as un peu ce truc où, bah, faut tout faire en fait. Faut tout faire et la programmation en fait des semaines d'entraînement, elle faut être hyper méthodique dessus en fait, parce que tu peux pas tout faire à fond, tu vois. C'est pas possible d'être un lutteur, d'être un boxeur de haut niveau, d'être un kickboxer de haut niveau et d'être un grappleur de haut niveau, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il va falloir que, comme on dit ici, que tu fasses le Arrows Féjean, tu vois, à l'année. Par exemple, nous, c'est ce qu'on fait sur l'anglaise. Tu vois, à l'année, on a l'anglaise une fois par semaine, la lutte une fois par semaine avec des intervenants qui sont pure anglaise et pure lutte. Et on fait le Arrows comme Féjean toute l'année. On est prêt, tu vois, toute l'année, on progresse et on est prêt à affronter. Genre moi, par exemple, je sais que si demain je dois combattre en anglaise en amateur, là, je suis un mec qui fait que de l'anglaise, je sais que je vais pouvoir tenir tête et que je vais pouvoir faire donner une opposition cohérente, tu vois. Pareil pour la lutte. Et voilà. Et après, nous, on met comment dire, notre carreau chef, tu vois, vraiment notre spécialité sur le grappling et sur la préparation physique. On fait, c'est les deux seuls qu'on fait 2 fois par semaine chaque, tu vois. Donc c'est vraiment notre spécialité, tu vois. Et après, le reste du temps, c'est MMA, tu vois. Donc on a un jour striking, un jour grappling et un jour où c'est plus sparring, tu vois. Ok. Et Et en termes de JJB, est-ce que, comme les gens qui font du lutte livré ou du jiu-jitsu brésilien, est-ce que tu les, parce que moi, je sais que, par exemple, pour parler de Praché, je sais qu'à l'époque, Praché, je crois même, Norman lutte à livre. Parisi, Ouais. Norman Parisi aussi, je me rappelle qu'ils allaient au Ils allaient Brésil, chez Flavio, ouais. ouais, Flavio Santiago, certainement. qui était le, Exact. bah, c'est lui qui a formé toute la première génération de gars de la lutte à livrer de France avec, bah, Nicolas Régnier aussi, là, qui est à Rio maintenant. Exact. Nader, il est à São Paulo maintenant, mais il y avait lui, Après, il y avait Johnny, il y avait Parisi, je sais pas s'il je était lui. crois Parisi, il que y avait Parisi, Mehdi Osman aussi. il y avait, c'est du latex, Comment? Ah ouais, c'est Dina, ouais, c'est possible qu'il était, ouais, c'est Dina Sek, si, ouais. si. Mais après, moi, à l'époque, je vais te dire, toi, moi, je m'entraînais avec eux uniquement en anglais, je travaillais uniquement en anglais avec, justement, H, qui est un fan de mon club. D'ailleurs, pour te dire, une fois, une parésie s'est amusée à me faire de la lutte et dire, ouais, vas-y, viens, je suis en France, il m'a mis claqué au sol, je fais comme ça, il m'a dit, voilà, j'ai rien à voir avec ça. Bon, à l'époque, j'avais du mal, et vraiment, Conor McGregor. Conor McGregor, c'est autre sport, quoi. Mais avant ça, je connais pas le concept, quoi. Ouais. Je préférais uniquement faire du travail. Mon objectif est à l'époque, c'était un peu plus difficile, il n'y avait pas Internet. Maintenant, tout le monde sait que le Brésil, c'est très, du moins, pas par le, si je suis en soirée, en Uber, à l'époque, à l'époque, du hardcore, tu vois, il n'y avait pas forcément Uber, c'est, ça allait vraiment, à la culture, à l'inconnu. Et, Ouais, exactement. Bah, ouais. Ben après, moi, en plus, le truc, c'était quand je suis arrivé ici, comment dire, à la base, c'était pour ça. C'est parce qu'en France, il n'y avait pas de MMA et que je voulais devenir professionnel. Je voulais devenir un combattant. Donc, je suis venu ici pour ça, tu vois. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à faire les camps d'entraînement MMA comme Brésil et que j'avais des gens qui me contactaient, qui voulaient faire des combats, bah, je leur disais, ouais, ici, il y a plus d'opportunités. Parce que, bah, déjà, il y a du MMA, déjà, c'est autorisé. En plus, c'est dans la culture. Donc, tu vois, des compétitions de jiu-jitsu, il y en a quasiment tous les week-ends. Quand c'est des gens qui font leurs propres événements, leurs propres petits galas ou leurs propres journées de compétition, bah ils vont faire par exemple c'est des luta casada, tu vois, tu vas faire un combat bah un tel contre un tel, c'est déjà organisé et tout machin, tu payes ton inscription et puis tu vas, tu fais ton combat. Et après en général, il y en a qui font ça par exemple jiu-jitsu, grappling, après le soir, ils commencent avec les combats boxe anglaise, kickboxing. Après, ils mettent du MMA amateur et à la fin, ils mettent MMA professionnel. Les premières compétitions que j'ai fait ici, c'était ça, tu vois. Donc, du coup, j'ai fait beaucoup de combats. Après, il y a des championnats aussi très régulièrement.
Moi, depuis que je suis arrivé ici, j'ai fait peut-être, je sais pas, au moins 80 combats en jiu-jitsu, en grappling, tu vois. Je fais beaucoup, Ok. beaucoup de championnats. Juste l'année dernière, j'ai fait 7 championnats en tout. Donc, voilà. Après, le truc aussi qu'il faut prendre en considération, c'est le volume de personnes. Il y a un truc sur lequel tu peux pas aller contre, tu vois, c'est qu'il y a 300 millions de personnes dans le pays. Il y a, tu vois, je donnais un ordre d'idée, c'est en MMA, en professionnel, je suis ranké ici en 61 kilos. On est 1600, je crois, 1600 fighters professionnels rankés. Tu vois. En France, dans la même catégorie, quand j'ai combattu l'année dernière, là, on était, je crois, 45 ou 50 rankés. De Tu la vois, même catégorie. dans la même catégorie, tu vois. Tu vois, enfin voilà. Donc ça veut dire que du coup, il y a un niveau de compétitivité qui est qui est beaucoup plus important ici. Donc ça fait que le niveau général, il est beaucoup plus élevé, tu vois. Mais après, en France, là, le niveau, il est très bon maintenant. Par exemple, en Il JJB, en augmente. grappling, il y a un super niveau, tu vois. Même en MMA amateur, il y a un super niveau. Aux États-Unis, c'est pareil. Aux États-Unis, quand je suis arrivé et que je voulais combattre, bah du coup, je voulais combattre en amateur, c'était pas possible parce que j'avais déjà une fiche professionnelle. Et tu vois le niveau des mecs en pro, les gars, il y en avait certains, ils avaient déjà 20 combats amateurs, tu vois. Et 20 combats amateurs sans protection, 3 fois 3 minutes. Et la seule chose qui changeait, c'était le temps des rounds et il y avait pas les coudes, tu vois. Mais c'est quand même de l'expérience que j'avais pas, tu vois. Moi, j'avais des combats en amateur, mais c'était un round de 5 minutes avec casque, protège tibia et tout, tu vois. Alors, c'est pas du tout pareil. Donc ça fait que le Brésil, à une époque, bah voilà, c'était vraiment, c'est à l'UFC, le plus de combattants que t'as, c'est américain et brésilien, tu vois. Et là, on va dire, comme les États-Unis, ils ont mis de la méthode dans tout ça. Ils ont rattrapé un retard qu'ils avaient en jiu-jitsu, en grappling. Et ça fait que bah aujourd'hui, les grosses équipes brésiliennes, ils se remettent beaucoup en question. Et notamment moi, bah, dans mon ancien centre d'entraînement, il y a beaucoup de choses que j'avais participé justement au changement de la façon de s'entraîner et tout, parce que quand je suis arrivé pendant la première année et demie où j'étais là-bas, on s'entraînait, mais en vrai, c'était n'importe quoi, tu vois. Je m'entraînais 4 fois par jour. Le soir, j'allais donner des coachings et on se blessait tout le temps. Euh, tu vois, y avait pas de méthode. C'était la bagarre toute la journée. Et c'était un entraînement à la suite de l'autre, sans repos ni rien, tu vois. Là, bah moi déjà à l'époque, ça avait changé. Après, bon bah on a eu un, voilà, beaucoup de choses qui se sont passées et tout, qui j'ai dû me séparer de, de, de ces contacts là-bas. Et là, maintenant, à l'académie, on est vraiment très bien organisé. Et là, par exemple, je prépare un athlète qui est au Bellator, là, Mateusz Matos, qui est au Bellator, qui va combattre là en juin en Irlande. Et tu vois, on fait un camp d'entraînement où là, vraiment, je peux aller faire une programmation spécifique pour son camp. J'ai fait une analyse de son adversaire sur les 3 derniers combats. On a monté le camp d'entraînement en fonction d'éléments stratégiques, enfin d'une stratégie qu'on veut mettre en place là pour ce combat et tout. Là, toutes les semaines, elles sont articulées autour de ça. On peut vraiment, lui, sur chaque entraînement, il s'entraîne avec les autres, mais on le sépare et on fait vraiment l'entraînement spécifique par rapport à l'opposition qu'il va avoir. On lui fait quand on lui met de l'opposition, on fait à ses partenaires répéter des patterns que l'adversaire D'habitude. fait et que potentiellement va faire pendant le combat, etc. Tu vois. Donc on pousse vraiment le truc au maximum. Et en fait, bah comment dire, c'est les Américains qui ont amené un peu ça, tu vois. Les Américains. Je sais qu'en France maintenant il y a certains comment dire certaines équipes où les gars travaillent très intelligemment aussi comme ça aussi, tu vois. D'ailleurs, enfin, les méthodes que j'utilise, c'est des méthodes que j'ai appris par donc mon voyage, les gens que j'ai rencontrés pendant mon voyage, les écoles dans lesquelles je me suis entraîné, mais aussi bah même toi, des fois quand je te vois coacher, tu sais, les mots que tu utilises, les façons que tu as de présenter les situations, ça m'inspire. Tu vois, les gens, en fait, à un moment donné, tu sais, c'est comme je parlais avec mon collègue récemment là, c'est le truc, c'est que la boxe, les sports de combat, c'est un milieu où il y a beaucoup de gens qui sont là pour la fame et pour l'argent. Et en fait, faut comprendre que
si t'es pas passionné, tu vas pas pouvoir tenir sur la durée. Tu vois ce que je veux dire? C'est, au bout d'un moment, on va te griller. Au bout d'un moment, le masque, il va tomber. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas pouvoir. Faut vraiment que tu sois passionné. Parce que sinon, et en plus, c'est pas un monde, enfin, tu vois ce que je veux dire? Toi, je pense pas que tu fais ça pour devenir millionnaire, tu vois. Moi, je fais pas ça non plus pour devenir millionnaire, tu vois. Si déjà je peux continuer à faire ça jusqu'à, je sais pas, peut-être un jour où j'aurais plus envie, tu vois, bah, ce sera déjà magnifique et gratitude éternelle pour pouvoir avoir fait ça. Déjà, ne serait-ce que jusqu'à aujourd'hui, déjà. Franchement, je remercie le ciel tous les jours quand je me lève le matin pour Bon, pouvoir faire ça, tu vois. je te souhaite quand même d'être millionnaire hein, avec ça, non. Eh, Mais dans le non, sens bah où après, en fait, c'est plus l'amour là. T'as une flamme d'amour qui est déjà principalement là, quoi. Et ça, c'est sûr, c'est sûr. Il y a, c'est juste le fait d'apprendre quelqu'un, d'évoluer quelqu'un. Même moi, juste le fait de poster des vidéos, pour moi, c'est déjà en fait, il y a déjà un commencement qui il y a, comment dire, déjà, comme on dit, la petite pierre qui est devant toi, tu peux la voir, quoi. En fait. exactement, exactement. Et le truc, c'est qu'il y a beaucoup, en fait, dans ce milieu de gens qui sont là plus pour être vus, pour le statut. Et tu vois, notamment, là, ce qu'on disait par rapport aux jeunes qui viennent, ou même jeunes et moins jeunes, hein, qui viennent parce que, ouais, je veux être combattant pro et tout machin. En fait, ce que je dis souvent maintenant, c'est fais parce que t'aimes faire, en fait. Fais parce que t'as envie, parce que tu prends du plaisir, parce que tu kiffes. Fais pas pour le statut. Parce qu'il y a un moment donné où les masques, ils vont tomber. Tu vois ce que je veux dire? Mais t'as raison, C'est un sport, c'est un sport, il est trop dur. C'est t'as trop raison, dur. là. Je te dis, hein. C'est, pour arrêter de la dire, millionnaire, être millionnaire, n'importe quelle chose que je fais, pourquoi pas. Seul je sais. Mais, bon, c'est très difficile avec la boxe. On ne sait jamais. Mais, en gros, comme Mohamed Ali disait, et c'est ça peut-être le problème de certains, c'est qu'ils n'apprécient pas de voir la pierre qui est devant eux, tu vois, le début. Ils veulent directement voir la montagne, tu vois. Et c'est ça, en fait. Quand tu vois uniquement la montagne, tu te dis qu'avant ça, il va regarder toutes les petites pierres qui sont là, hein. Et ça, et on en revient pareil, hein, partout, hein. Des toutes pierres, pierres, pierres. Et justement, si t'es trop focalisé, en plus c'est pareil, hein, quand t'es en club, première fois que tu vas dans un club et tu vois par exemple les gars ils sont plus forts que toi, tu vas avoir cette tendance à te comparer à eux, c'est mort. Voilà, il faut te dire ouais eux ils sont pas très forts. Il faut apprécier les pierres qui sont devant toi, quoi. L'humilité, avoir cette humilité. Mais ça, après, le truc, en fait, c'est que ça passe par l'éducation, l'orientation, tu vois. Toi, comme moi, si on n'a pas eu des personnes qui nous ont orientés, bah, malheureusement, ça a été difficile. Moi, c'est pour ça que je leur jette pas la pierre, parce que je sais que j'étais comme ça aussi, tu vois. Donc, au final, les gens que je reçois qui sont comme ça, je leur en veux pas, tu vois, parce que je vois bien. Et moi-même, j'étais comme ça. Mais juste, c'est un travail d'éducation et voilà. Et en plus, il y a un truc aussi que j'ai appris avec le temps, c'est que tu vois mon objectif moi c'était d'être combattant professionnel. Quand je suis parti de France, j'avais 27 ans. Donc j'ai terminé mon voyage, j'avais 28 ans. Donc c'est vieux, tu vois, pour commencer une carrière pro, c'est pas c'est déjà vieux, tu vois. Et j'ai mis donc je te dis ouais 1 an et demi avant d'avoir ma première opportunité en MMA. J'ai fait mon premier combat, je gagne. Deuxième combat, je perds, mais on fait une guerre mondiale et tout machin. Du coup, cette guerre, elle fait parler, tu vois, dans le milieu et tout machin. Et du coup, j'étais aux anges, tu vois, genre fin 2019, j'étais putain, ça y est, tout ça démarre et tout. Et là, pandémie, tu vois, pandémie. Tu vois. Donc, bah, plus de combat. En plus, moi, bah, je me pose des questions parce que impossible de faire des coachings, donc impossible de gagner de l'argent. Je me dis ouais, là, comment je vais faire, tu vois. Et c'est là, bah, j'avais eu déjà l'idée du MMA Cambrésis, on avait déjà commencé un peu cette année-là, mais c'était voilà, on avait reçu peu de gens. Et après, bah voilà, donc pandémie, le temps que la pandémie ça se calme, reprendre, avoir des opportunités, etc. Bah ça a été compliqué. Après j'ai eu des défaites. Donc quand t'as des défaites pour avoir des opportunités, c'est encore plus compliqué, tu vois, en début de carrière pro et tout. Et voilà. Et du coup, après j'ai voulu vraiment, comment dire, comme là maintenant je suis plus en train de faire ma transition pour être entraîneur, j'ai encore envie de combattre là. Là je suis sur une défaite, je viens de recombattre là il y a un mois. J'ai perdu là. C'est un combat professionnel en MMA. Et tu vois, c'est pour ça que j'ai envie de faire un combat en anglaise, en professionnel. En fait, ce que j'ai envie, c'est de pousser mon potentiel humain juste, tu vois, avant de prendre ma retraite, là, 35, 36 ans, de
voilà, vraiment pousser mon potentiel à son maximum, tu vois. Et, euh, et en fait, ça prend du temps, quoi. Ça prend du temps. Et ce que je voulais dire, c'est, il faut kiffer le process, en fait. Ah, Ça c'est veut sûr. dire, il y a l'objectif, c'est ça, bah, moi, c'était être combattant MMA. Là, maintenant, je le suis. Mais le process, il a été difficile, il a été, voilà, semé d'embûches. Mais il faut, en fait, arriver à kiffer ce processus, en fait. Parce que c'est ça qui, à la fin, c'est de ça que tu vas te souvenir, tu vois. C'est ça qui va rester. C'est tout ça, quoi. C'est ces rencontres, ces moments de galère, ces expériences Ouais. que tu as faites, ces victoires, ces défaites. Et c'est tout ça qui reste à la fin, quoi. Une carrière, de base, ça passe vite. Alors quand tu commences à 28 ans, encore plus, tu vois. Mais, mais du coup, voilà, c'est pour ça vraiment là, ce que j'ai pris conscience ces dernières années là, c'est de vraiment voilà essayer de kiffer le processus un maximum, tu vois. Après, moi, je reviens toujours dans le sens où tu peux pas forcément, comment dire, éteindre la folie d'une personne, tu vois, dans le sens où, même si, deux fois, en fait, j'entends des choses qui paraissent potentiellement insensées, mais, j'écoute et, tu sais, tu peux aiguiller plus ou moins, tu sais, à mettre un petit peu de sagesse sans essayer de contrer avec ton ego. Ouais, tu sais, de par ta vie, mettre trop ta vie dans dans le genou, quoi. Malgré le fait qu'il faut quand même pour le fait que, oh, ben, pas mettre trop notre ego dans leur vision, quoi. Peut-être le gros piège, quoi. En sachant que, pour moi, dans l'ambition, il y a une folie, hein. Il y a vraiment une folie dans le tu vas contre au courant, et il y a toi qui vois ce qu'il y a dans les yeux. Bon, après, tu peux aussi avoir un miracle, mais Ouais, c'est sûr. Bah après moi le truc c'est que les gens qui viennent en général ils viennent à travers Globe Fighter et tu vois ils voient ce que je suis quand ils viennent ici, le statut que j'ai à l'académie et du coup ils écoutent au final quand même parce que ils voient bien que je suis parti. Au final, moi j'étais voilà et j'ai comment dire, je suis Monsieur Tout le monde, tu vois. C'est ce que j'ai réussi à faire, n'importe qui peut le faire. Et ce que je dis souvent, c'est n'importe qui peut le faire, mais il faut le faire. sûr. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire c'est voilà, c'est n'importe qui peut le faire, mais ça faut être déterminé quand même, tu vois, parce que le faire, tu vois, même souvent, j'ai des gars des fois qui viennent pour faire un camp. Des fois, il y en a certains qui ont réussi à faire un combat en fin de stage, donc top et tout. Mais mais comment dire, t'as fait ça sur 3 mois, sur 6 mois, c'est une chose. Après, le faire sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans, Pas c'est autre pareil. chose. Et c'est pour ça que voilà, à chaque fois, c'est pour ça que j'insiste, tu vois, ça me tient à cœur à chaque fois ça, parce que moi, ça fait maintenant 7 ans que vraiment, j'ai fait ce choix-là et je l'ai pas fait à moitié, tu vois. Je m'entraîne, il y a pas une semaine où je me suis pas entraîné 2 à 3 fois par jour. Si tu prends sur 7 ans, allez, si j'ai dû prendre peut-être 2 mois de vacances, c'est le maximum, tu vois. Sur celle-là, je te parle sur 7 ans, tu vois. Donc, et sinon, tous les jours, toute l'année, 6 jours sur 7, je suis à l'entraînement 2 fois par jour. Et moi, attention, hein. Et pourquoi est-ce que ça, je veux vraiment insister là-dessus? Parce que moi, je suis comme ça et j'ai commencé à 28 ans. Mais mes potes avec qui je m'entraîne, qui ont 30 ans et qui ont commencé à 17 ans, eux, ça fait 15 ans, tu vois, qu'ils sont là-dedans, tu vois. 15 ans, 20 ans pour certains. Certains, ils sont partis de chez eux en Amazonie à Manaus. Ils sont partis de Manaus, ils avaient 14 ans. Là, ils en ont 30. Et tu vois, ça fait 15 ans qu'ils sont là-dedans, qu'ils essayent tu vois, de faire carrière, tu vois, qui passent par tu vois. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui viennent, ils disent, ouais, mais vas-y, moi, c'est bon, j'ai compris et tout, là, je veux être pro, là, tu vois, je vais faire ça, ça, ça. Là, du coup, tac, je vais me faire repérer, après, je suis pro et tout machin. Non, attends. Ah ouais, bah, Tout est possible. Après, voilà, comme je te dis, c'est-à-dire, tout est possible. Et attention, moi, je suis là pour ça aussi, tu vois, si on fait les camps, aussi, c'est pour ça, c'est que on est là pour aider les gens à atteindre leurs objectifs. Moi, je suis à 100% pour toi, tu vois.
si tu viens faire un stage avec moi, moi je suis avec toi et tout ce que tu vois, même tous les gens qui viennent en stage, et je pense que c'est pareil pour toi, régulièrement, même encore aujourd'hui, je répondais à un gars qui est venu en stage, qui est venu 3 mois l'année dernière, qui me posait des questions par rapport à ses entraînements, à sa progression, et il se pose des questions et tout machin, bah je prends le temps, je lui réponds et on échange et tout là-dessus, tu vois. Vraiment, mais c'est juste, il faut un minimum de lucidité, tu vois. Il faut Ça, être c'est sûr. lucide et ça, moi je fais mon travail d'éducation, mais après si ça suffit pas ou si le gars ouais mais en fait ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, bah après je vais pas me fatiguer non plus. Après, et on en revient toujours à la même chose, hein. C'est par rapport on va terminer sur ça. C'est par rapport à l'ego aussi. C'est à nous de parler un peu de notre ego, c'est très important pour les élèves. Donc, moi, là, et je le vois avec les élèves, ceux qui apprennent le mieux, c'est ceux qui sont capables de fermer leur gueule, en fait. C'est-à-dire Ouais, que le professeur va dire un truc, ils vont écouter la chose, c'est parce qu'il y en a, ils ont tendance à, par exemple, j'en dis un truc, et ils vont me dire, ouais, mais parce que tu m'as dit, ouais. mais ouais, je dis, donc il faut le faire. Mais ouais, mais c'est à cause de toi. Ah, tu t'arrives pas à le faire, comment tu vas le faire pas? Et après, je le recadre pour dire, mec, c'est du verre pour moi. C'est pas des blagues, des gros, ouais. C'est bon, parfois, faut mieux fermer ta bouche et c'est de faire des explications. Non, et puis dans tout dans la vie, c'est comme ça au final, tu vois ce que je veux dire, c'est La vie, c'est pas attends, ça coupe là, j'entends plus là. la porte, c'est pas populaire, quoi. Mhm. Et de toute façon, il reste une minute. De toute façon, bon, on va couper tout ça. De toute façon, j'ai mis tes liens dans la vidéo. Tu verras des liens ton, site et ton YouTube, ton Instagram sont ici. On peut certainement te voir sur YouTube, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et donc voilà quoi. Euh, on en parle par la suite. Et ciao ciao. Ciao, ça marche. Et là À plus, merci c'est, pour l'invitation. y a pas de souci, y a pas de souci.